Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette émission Starcom. Vous le savez, ici, notre mission, c'est de vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci est pour vous permettre de prendre position sur cette actualité guinéenne en toute responsabilité. Au menu de cette émission, notamment de ce numéro de l'émission Starcom, on parle de la résurgence notamment du virus Ebola en Guinée. 5 ans après la fin de la précédente épidémie, la Guinée est à nouveau confrontée à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. On parle notamment de 6 cas de morts identifiés et de nombreux cas, notamment de contacts qui sont sur surveillance à Conakry et pourquoi pas dans le sud de la Guinée, notamment du côté des Iroquois. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire annonce des mesures pour contenir la maladie. Également, le président de la République, Alpha Condé, également annonce des mesures drastiques pour empêcher la propagation de cette maladie en Guinée. Et nous, dans cette émission Starcom, on pose le débat. La Guinée a-t-elle les moyens notamment de faire face à cette résurgence de la maladie à virus Ebola en Guinée? Qu'est-ce que l'État guinéen devrait prendre comme mesure adéquate en termes notamment de répliques pour bouter hors des frontières du pays cette nouvelle épidémie notamment à virus Ebola en Guinée? Toutes ces questions seront répondues dans cette émission, mais ça sera juste après ça. Merci de garder votre confiance et considération à Star 21 TV et à cette émission Starcom. Aujourd'hui, comme invité de parcours dans cette émission Starcom, on reçoit pour vous l'honorable Mamadou Badiko Ba. Je rappelle qu'il est le président de l'UFC. Honorable, tout le plaisir pour moi. L'UFD, j'allais dire, excusez-moi d'avoir écorché le nom du parti. Honorable, tout le plaisir pour moi. Et pirater le nom de notre parti qui existe bien. Justement, excusez-moi. Voilà, et tout le plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Je suis heureux de découvrir cette brillante télé du 21e siècle, comme vous dites. Et vraiment, on vous souhaite bon vent et bon courage. Merci. Également, la diversité des médias n'est jamais une mauvaise chose pour la démocratie. Justement, et c'est ce que nous sommes en train de faire dans cette émission. M'accompagne dans cette émission, vous le savez, c'est mon acolyte de cette émission, pourquoi pas alter ego de l'émission Starcom, Boubacar Azoka Ba. Merci d'être avec moi pour ce document. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau. Alors, Azoka, on va commencer cette émission notamment par cette première question d'entrée parce qu'il faut dire que la question de la nouvelle Assemblée nationale a suscité assez de remous en Guinée, manifestations, morts. Finalement, on a une Assemblée. Aujourd'hui, après quelques mois de son existence, quel est le petit bilan qu'on peut faire de cette institution en termes de contrôle de l'action gouvernementale? Bon, je ne sais pas, peut-être que M. Ba nous dira un peu plus, mais je pense que l'Assemblée actuelle, elle est née au forceps, il faut le dire. Ouais. Une sorte de caisse de résonance. Il y a eu d'abord, et vous l'avez rappelé, le 22 mars, ce double référendum, ce double scrutin, pardon, avec les législatives et les référendums. Les partis que certains disaient les plus représentatifs sur l'échiquier politique n'étaient pas candidats à cette élection. Et donc, le vote s'est déroulé dans un climat chaotique de telle sorte que certains députés se sont retrouvés élus, en tout cas à l'uninominal, avec des scores très très faibles. Justement, malgré tout, on est arrivé... avec un chef de l'opposition qui n'a que 4 députés. Effectivement, on est arrivé au mois d'avril, qu'il a cette rentrée parlementaire. Et bien, il n'y a pas eu assez de surprises concernant le choix du président du Parlement, parce que si beaucoup pensaient que ça allait être Claude Korikondiano, mais on avait déjà vu à l'œuvre Amadou Damaro Camara qui s'était au départ beaucoup battu déjà pour que cette élection se tienne. Ouais. Vous vous rappelez, il avait dit même s'il n'y aura qu'un seul votant, il fallait partir à ces élections. Amadou Damaro a été élu président du Parlement. Je pense que le bureau a été mis en place avec notamment la mise en place de ces secrétariats. Et puis on a commencé à voir les premiers couacs quand même, parce que la parole n'était pas assez libre au sein du Parlement. Et tous ceux qui osaient parfois contester le président, M. Badiko en a fait la meilleure expérience. Et on a vu, lorsqu'il a été question également de renouveler le secrétariat, puisque le gars du RRD a protesté un peu, il a été écarté. Mais bon, l'Assemblée quand même a pu
signé quelques accords de partenariat, a voté des lois. Je rappelle qu'il y a eu la loi, par exemple, sur la haute autorité de la communication, qui malheureusement a été amendée, où on a mis en place une hack où le président est nommé par Alpha Condé, lui-même. Et puis, en gros, on n'a pas assisté à une institution il y a eu des travaux, mais je rappelle qu'il y a eu quand même beaucoup d'autres questionnements par rapport à certains protocoles, certains accords qui ont été votés. Je me rappelle qu'il y avait un accord que M. Ba avait même critiqué avec des partenaires, je crois, français, qui n'avaient même pas la capacité financière italienne requise. Donc il y a eu ce débat. Sud-africain. En décembre, l'Assemblée encore s'est réveillée pour nous rappeler qu'on avait un chef de file de l'opposition pour reconnaître Mamadou Sylla. Qui n'a que 4 députés sur 114. Bon, il y a eu ces groupes parlementaires. Bon, je pense que la nouveauté de cette Assemblée, c'est que maintenant c'est une session unique, je crois, qu'ils font. Avant, ils faisaient une session jusqu'en, je pense, en avril. Après, il y avait une session budgétaire d'abord, et puis une session de loi qui commençait à partir du mois d'avril. Bon, peut-être que je mélange à partir de la 8e législature. Mais cette législature-là, ça a complètement changé avec la nouvelle constitution. Alors, honorable Badeko, je rappelle que vous êtes le président de l'Union des forces démocratiques. Alors, vous qui êtes député de cette Assemblée nationale, après tout ce qu'on a connu en Guinée, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir, notamment en termes d'acquis de cette institution dans le contrôle de l'action gouvernementale? Eh bien, l'acquis de cette Assemblée, c'est que contrairement à ce que le pouvoir souhaitait, il n'a pas réussi à empêcher des voix de l'opposition d'entrer à l'Assemblée. Son objectif était d'arriver à une Assemblée totalement monocolore, qui soit une simple chambre d'enregistrement, dans laquelle il ne peut pas y avoir une seule voix discordante. Et notre modeste présence dans cette Assemblée a permis tout de même de mettre une limite à tout ça, même lorsque nous sommes minoritaires. Parce que vous êtes seul parmi... mais oui, mais ce n'est pas le nombre qui compte, c'est d'abord est-ce que l'opinion est au moins mieux informée qu'avant de ce que fait l'Assemblée, les grands enjeux des lois qui sont présentées par le gouvernement. Aujourd'hui, les gens le savent. Et en plus, n'oubliez pas qu'il y a quand même des avancées. On a la radio parlementaire qui retransmet les débats, y compris les nôtres. Bon, vous avez fait allusion aux premiers incidents de l'Assemblée. Et je dois dire que j'ai été la première victime, puisque je devais exposer sur le Simandou, qui était considéré comme un problème sensible. Et j'ai voulu donner mon opinion et le président de l'Assemblée m'avait interrompu au bout de 30 secondes. Mais il faut dire en disant que nous n'étions là que pour poser des questions. Donc on lui a rappelé humblement que quand on dit Parlement, c'est là où on doit parler, s'expliquer et se parler. Ce n'est pas une simple chambre où on vient poser des questions auxquelles les intéressés ne sont même pas obligés de répondre. Et je dois vous dire que lui-même a changé. Certainement qu'il apprend lui aussi son métier de président de l'Assemblée et il a fait donc une avancée là-dessus. Il a donc rétabli le principe que chaque député, sur chaque question, a droit à 5 minutes chronométrées. Oui, et que là-dedans, mais chacun peut disposer de ce temps de parole et c'est absolument respecté. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de ce fonctionnement? Il y a eu un nouveau chronogramme, je crois, qui a été mis en place. Mais c'est une assemblée monocolore. C'est la majorité avec ses amis qui sont au bureau. Donc l'opposition, elle n'est que très faiblement représentée là-dedans. On est donc de ce côté-là. C'est un problème. Donc on n'est pas dans les grandes décisions concernant l'Assemblée. Nous ne sommes pas là-dedans, puisque toutes les dispositions sont prises pour que on n'ait pas d'éléments gênants dans le bureau. Et justement, vous avez fait allusion à l'honorable Abdoulaye Kourouma, qui tout en étant dans le bureau s'était permis quelques écarts dans les médias. Et bien, on a fabriqué une loi pour lui, pour le virer de son poste de secrétaire, 1e secrétaire, jusqu'au 5e secrétaire de l'Assemblée. Donc, le problème, c'est que vous parlez de... Il faut voir d'où nous venons. On est venu d'une situation, nous avons alerté à temps
depuis septembre 2019, nous avons attiré l'attention sur le fait qu'il y a une vague de partis uniques qui revient sur l'Afrique. On est en train de gommer, d'effacer la chute du mur de Berlin et la fameuse conférence de la Baule de Mitterrand, où Mitterrand avait appelé à la démocratie. Mais est-ce que vous n'avez pas cautionné cela? Parce qu'en participant à ce double scrutin, comme les autres de l'opposition, vous avez accepté de participer, malgré que vous saviez que ce n'était pas possible. Et on recuse cette accusation d'accompagner ou de faciliter ou de donner du crédit. C'est la loi. Nous travaillons avec la loi. Lorsqu'une élection est convoquée, il y a une menace de parti, surtout qu'il y a une menace de parti unique. Nous n'allons pas laisser le champ libre à l'adversaire, et c'est ce qu'il a voulu. La majorité, donc le président de la République, a tout fait pour pousser les gens à la faute, pour qu'ils boycottent. Bien. Vous ne regrettez pas d'être dans ce On ne regrette pas, et si c'était à refaire, on allait le refaire. Lorsqu'on nous a dit que, en tant que quand même participant aux activités du FNDC, qu'on n'avait pas le droit de nous présenter, on a dit que le FNDC n'a pas vocation à prendre des décisions à la place des partis politiques sur des plans politiques. Alors on va parler des à présent notamment. Et je suis obligé de vous interrompre pour dire que les gens qui ont déclaré qu'ils allaient empêcher les élections, vous avez vu ce qu'il en a été. Ah oui, justement. Les élections ont eu lieu. On va parler d'eux. Ils ont fait le jeu du pouvoir. Aujourd'hui, c'est grâce à ces actions de déstabilisation donc, du système électoral que le pouvoir a imposé justement ses élus partout au Fouta. Ça a été systématique. C'est au crayon qu'on a fabriqué les députés au Fouta, puisqu'il n'y a pas. Le pouvoir n'a rien fait. Ouais. N'a rien fait pour que les élections se tiennent. Il y a pas mal d'endroits où il n'y avait pas de troubles, il n'y avait rien. Et on a dit non, il y a des risques. Certains vous diront que c'est les députés élus et non nommés. Nommés plutôt, non qu'élus. La faute à qui? La faute à ceux qui ont déclaré, sans qu'on sache de quels moyens ils disposaient, que les élections n'auraient pas lieu. Alors, en plus, dernier élément, si ces gens-là qui tapaient la poitrine pour dire qu'ils ont empêché les élections, s'ils y avaient été, nous n'aurions pas eu aujourd'hui la plupart de leurs dirigeants emprisonnés sans jugement pour l'instant à la maison centrale, puisqu'ils auraient au moins l'immunité parlementaire. Et dans tous les pays du monde, les pays les plus dictatoriaux sont obligés de respecter les immunités parlementaires. Bien. Oui. En tout cas, on va parler de décrispation politique. Il faut dire quand même que le parti de l'honorable Badiko intègre, si je ne me trompe, le cercle notamment du cabinet du chef de file de l'opposition. Première question, parce que... il était conseiller, non? Oui, Mamadou Sylla, Alpha Condé a son slogan « Gouvernons autrement ». Le chef de file de l'opposition invente notamment son concept « S'opposer autrement ». Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Eh bien, nous l'avons toujours dit que nous travaillons en comptant sur la légalité. On ne peut pas faire de l'opposition en faisant fi de la légalité. Le pouvoir viole la loi, nous aussi on va la violer. L'exemple est là. Est-ce qu'ils ont les mêmes moyens de violer la loi que le pouvoir? Voilà les conséquences. Donc nous avons dit que on va absolument profiter de tous les espaces de liberté que la loi nous donne, pour dénoncer le gouvernement, dire à la population que voilà, ce gouvernement ne peut pas travailler, même si on lui donne encore 20 ans ou 30 ans, il ne fera absolument rien de plus que ce qu'ils ont fait depuis 2010, puisque c'est le parti État. C'est le parti État, c'est le parti de la bouffe, c'est le parti du partage des prébendes. Ce n'est pas le parti pour travailler, c'est le parti pour profiter. Vous avez vu que les remous qu'il y a, au sein même du RPG, où des gens se plaignent qu'ils ont tout fait, ils ont fait plus que mouiller le maillot, puisqu'ils ont même payé parfois de leur sang, et qu'aujourd'hui, le parti a tout, les gens profitent, et alors qu'ils n'ont rien, c'est les gens, les profiteurs de la dernière heure qui sont... Alors, moi je voulais juste vous demander, est-ce que le fait que vous avez annoncé récemment une reconstruction de l'opposition, est-ce que ça rentre dans le cadre de ce gouvernement s'opposer autrement? Mais oui, déjà, en fait, il faut dire la vérité. Le premier chef de file de l'opposition il avait ses copains, ses amis qu'il a cooptés, et nous, il a déclaré. Moi, je suis dans l'opposition depuis 1967 avec le président Alpha Condé. Ce monsieur a déclaré que moi, je ne suis pas un opposant, que l'UFD n'est pas dans l'opposition. Ah, parce qu'à l'époque, vous étiez en... Non, nous avions dénoncé les accords, comme on a le droit de le faire, de 2015 avec le pouvoir, où on a soutenu le président Alpha Condé à sa candidature 2015. Mais donc, là, il y a une ouverture. Tous ceux qui veulent sincèrement se battre pour changer la situation, arriver à l'alternance démocratique, ils ont leur place.
Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était des copains et puis Vous pensez que l'opposition actuelle, avec Mamadou Sylla, qui avait soutenu Alpha Condé, avec cette présidentielle, et puis, cette opposition est capable d'envoyer je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas si elle se renforce, elle clarifie toutes ses positions et refuse la compromission. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas avancer. Mais je ne sais pas quelle leçon quelqu'un d'autre peut nous donner là-dessus, puisque au moins aujourd'hui, il y a une ouverture de l'opposition. Ce qui n'existait pas avant, c'est une affaire de copains et de fidèles. Bien. Donc, alors qu'aujourd'hui, nous travaillons sur les principes, c'est ouvert à tous ceux qui, sincèrement, sont prêts à travailler sur le programme de l'opposition. Mais c'est le leadership. Est-ce que Mamadou Sylla peut apporter ce leadership de cette opposition? Justement, parce que la question ne se pose pas, sa désignation, c'est un élément légal. C'est un problème légal. Il a 4 députés, aucun autre parti qui se dit de l'opposition n'a plus de députés que lui, donc c'est normal. Bon, peut-être, mais comme vous avez dit que certains députés ont été nommés par Crayon, est-ce que ce n'était pas sciemment préparé aussi par le pouvoir d'avoir un chef de file qui n'est pas aussi, en tout cas, représentatif en matière de voix et de députés? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Déjà, on dit on ne va pas aux élections, nous allons empêcher ces élections. Et aujourd'hui, ils vont payer les conséquences. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut... On a foncé dans le trou préparé par... L'opposition a foncé dans le trou préparé pour elle par le pouvoir. Ouais, et vous l'avez compris, hein, c'est tout ce qu'on peut dire dans cette première partie de l'émission Starcom qui reçoit aujourd'hui l'honorable Mamadouba Badiko. Je rappelle qu'il est le président du parti UFD. On marque une courte pause, on revient dans cette émission pour parler désormais du cadre de concertation et puis du virus Ebola. De retour dans cette émission pour cette deuxième partie de l'émission Starcom qui reçoit aujourd'hui pour vous l'honorable Mamadouba Badiko. Il est le président du parti UFD. Alors Azoka, on s'intéresse notamment à cette question du cadre de concertation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte de démarche qu'on n'arrive pas à comprendre. Pendant qu'on ouvre le cadre de concertation, il y a quand même des leaders de l'opposition et des activistes de la société civile qui sont en prison. Est-ce que dans ce sens, honorable, c'est possible de parler de dialogue dans ce contexte actuel de la Guinée? Eh bien, nous disons qu'il faut saisir toute opportunité de dialogue, même si elle n'est pas sincère, tirant les leçons, même si elle n'est pas sincère, en tirant les leçons du passé, ouais. Et qu'il ne s'agit pas de faire des rencontres simplement protocolaires, des rencontres où on ne touche pas aux problèmes de fond. Il y a des problèmes de fond graves dans ce pays. Ça fait 62 ans que la Guinée est en voie de sous-développement. On ne fait que reculer avec tous les crimes impunis qu'on a connus, que ce soit des crimes économiques ou des crimes politiques surtout. Il y a toute cette impossibilité de tenir des élections libres, honnêtes, transparentes qui se terminent dans la joie, la bonne humeur pour tout le monde. Est-ce que c'est possible de parler de décrispation actuellement en Guinée? Il faut qu'on arrive à nous pencher sur les raisons pourquoi cette faillite. Aujourd'hui, vous avez vu que la Guinée, malheureusement, est le siège de toutes les calamités possibles en termes de maladies, en termes de misère de la population, en termes de... Il n'y a pas de route. Vous avez vu que cette histoire que moi j'avais senti, que j'avais dénoncée, que la route, la fameuse autoroute du 3e mandat, elle est arrêtée. Puisque apparemment il y a des questions... Donc, les Chinois seraient partis faire la fête. Ah, ben écoutez, moi je les ai vus, les mains dans les poches. Début janvier, c'était pas encore la fête, puisque apparemment il y avait des affaires de gros sous derrière. On n'arrive à rien. Donc il faut recommencer la Guinée. Et je dis que le système institutionnel... Et on va recommencer où? Eh bien, on va recommencer en 1958, à savoir que la Guinée n'est pas une nation et qu'elle est incapable à l'État de devenir une nation, et qu'il faut prendre ce fait en compte et faire de véritables fédérations, des États fédérés qui travaillent dans la fraternité, dans l'émulation, dans la solidarité, dans le respect mutuel et le respect des minorités, pour qu'on arrive à transcender tout ce que nous avons connu aujourd'hui. Pas de dialogue simplement pour se faire des risettes et faire et régler des problèmes. Ça veut dire que si vous êtes tombé à ce cadre de dialogue permanent, vos propositions porteraient sur la mise en place d'une fédération en Guinée, des États fédérés, absolument, et puis avec un pouvoir central. Oui, un pouvoir fédéré, mais il n'y a pas. Je vous dis que la fédération existe. Elle a existé. Comme le Nigeria. Oui, le Nigeria en est un exemple, l'Éthiopie en est un autre.
Il y a beaucoup d'autres États fédérés. La Tanzanie en est un autre. Et l'Égypte pharaonique était un autre. Le Fouta Djallon était un autre. Est-ce qu'ils sont portés plus mal? Alors, pour aller à des fédérations, il faudrait quand même des préalables, qu'il y ait quand même des bribes de conglomérats, en tout cas, qui sont économiquement très puissants, politiquement ou socialement, en tout cas, bien assis. Mais quand vous prenez, si je vous comprends peut-être, vous allez dire l'État fédéral de la Moyenne-Guinée, l'État fédéral de la Basse-Guinée, la Haute-Guinée et l'État de la Guinée forestière. Alors, mais il faudrait que ces États puissent être... ils vont se bâtir, ils vont se construire. Quand on n'aura plus les prédateurs, on n'aura plus la corruption, on n'aura plus l'analphabétisme, on n'aura plus l'extrémisme politique ou religieux, je vous garantis qu'en quelques années, on peut rattraper tout le retard depuis 1900 pour bâtir des États modernes et enviables. Ça, je vous garantis. Alors, on parle de la présence de santé. C'est une question de temps et de volonté surtout. Oui, avec cette résurgence notamment du virus Ebola en Guinée, selon vous, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'après 5 ans, quand même, on était parvenu à bouter le virus hors de nos frontières, que soudainement, que ce virus réapparaît et on parle aujourd'hui d'un 7e ou 6e cas de décès? Malheureusement, Ebola, c'est un virus qui est lié au mode d'existence. Tout le monde sait que c'est les consommations de gibier, de viande de brousse et autres qui sont à l'origine de ça. Et ça, c'est l'extrême pauvreté, surtout lorsqu'on n'a pas une infrastructure sanitaire et de prévention valable dans ces régions. C'est la maladie, l'Ebola, c'est la maladie de la pauvreté. Et comme vous voyez, c'est pas par hasard, il n'y a pas que la Guinée, la RDC, la République démocratique du Congo qui ont des zones forestières. Mais Ebola n'a trouvé à surgir que chez nous. Donc c'est la maladie de la pauvreté. Mais ce qui est grave, c'est que c'est une maladie extrêmement vicieuse. Lorsqu'on la voit, lorsqu'elle apparaît, lorsqu'on devient certain qu'elle est là, c'est qu'elle est déjà bien ancrée. Puisque ça fait depuis début janvier apparemment qu'elle se développe. Donc il y a des centaines certainement de personnes qui sont porteurs du virus aujourd'hui, qui sont sains, et qui vont développer la maladie presque rapidement. Donc il est extrêmement urgent de prendre des mesures. Maintenant il faut dire qu'il faut être juste. Le gouvernement a cette fois réagi mieux qu'en 2014, où c'était le déni complet. Donc, il y a quand même... Et ces réactions, ces mesures qui ont été prises, notamment l'interdiction des marchés hebdomadaires, le bouclage, on ne peut plus de bloquer. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant, ces mesures qui ont été prises? Malheureusement, on n'a pas le choix. Surtout, moi, j'espère que nous n'allons pas encore une fois nous discréditer en fournissant Ebola à la Sierra Leone et au Libéria, puisque ça a été ça. Et en plus, comme c'est nous qui avions le système sanitaire qui se portait le plus mal, le plus corrompu, le plus inefficace, nous avons eu le premier, été les premiers à être touchés pour être les derniers à en sortir. Même ceux qu'on a contaminés et qui ont énormément souffert, eux ont pris toutes les dispositions, ils en sont sortis avant nous. Donc la crainte, c'est ça. Mais il faut dire que dans les premiers éléments qu'on a, le gouvernement quand même réagit mieux qu'en 2014, et il faut espérer, mais là aussi, c'est la population qui doit se prendre en charge. Savoir que cette maladie est extrêmement grave, c'est une réalité et c'est une maladie de contact. Lorsqu'il y a des décès, il faut faire attention à tout notre système traditionnel de traitement des cadavres, des corps et tout ça avant l'enterrement. Il faut donc que la population sache que c'est très grave. On peut endiguer cette maladie, mais il faut que chacun y mette du sien. Justement, en plus de cette responsabilité citoyenne, par rapport notamment dans la lutte contre Ebola, aujourd'hui, à votre égard, en tant que député, est-ce que le système de santé guinéen est en mesure de faire face à cette résurgence de la maladie? Parce qu'on avait dit que Ebola est une opportunité, mais finalement, on s'est rendu compte que voilà, ce n'était que du slogan. C'est une opportunité pour certains se remplir les poches avec Ebola Business, de capter des aides de partout. Les gens accouraient pour nous aider en disant vraiment c'est grave, il faut les aider, ils sont sous-développés, ils sont arriérés, il faut les aider. Mais malheureusement, c'est certains des gens qui sont enrichis ouvertement, au vu et au su de tout le monde. Et l'argent n'a justement pas été aux soins et à la prévention, ce qui explique que la maladie est durée
plus longtemps chez nous qu'ailleurs. Donc le problème demeure, nous avons un régime corrompu. C'est la corruption. La Guinée est l'un des pays les plus corrompus d'Afrique et du monde. C'est une réalité. Tous les efforts de développement, tous les efforts quelconques sont dilués dans l'enrichissement illicite, les détournements. Et au vu et au su. Donc le problème demeure et là vraiment, comme dit malheureusement l'autre, c'est l'imam, c'est Dieu qui nous garde. Quand même, je pense que par rapport aux mesures, on a vu que quand même la communauté internationale, l'OMS, le système des Nations Unies, s'est rapidement impliqué pour aider la Guinée à vaincre cette épidémie. Parce qu'on a vu, pas plus que lundi, le système des Nations Unies a débarqué à Zéro-Corée avec du matériel lourd. Mais il y a l'autre problème, c'est que il y a un manque de prévision. Parce que le vaccin contre Ebola que nous avions est périmé. Oui, mais moi je dis à nos compatriotes, que ce soit Corona ou Ebola, il ne faut pas compter sur les vaccins. Il faut rechercher la prévention et l'immunité. J'espère que vous allez nous convoquer un jour ici pour faire avec des scientifiques pour qu'on débatte du fait que pourquoi les Africains d'Afrique sont moins atteints par le coronavirus. Eh bien, l'explication est presque élémentaire. C'est plus que il n'y a que depuis eux, ils mangent en Occident. Le système alimentaire d'Occident est basé sur la transformation chimique des aliments. Donc, ils n'ont plus d'immunité. Et chez nous, c'est les élites qui sont nourries par les aliments occidentaux et c'est eux qui trinquent les premiers. Justement. Les autres sont naturellement immunisés puisqu'ils ont un système immunitaire qui n'est pas encore atteint. Et je vous dis que dans 50 ans, 60 ans, d'après mes calculs, nous allons rejoindre les autres puisque nous sommes nourris exactement au même système qu'eux. Et la preuve, c'est que dans les États africains, c'est les États qui sont censés être les plus riches qui sont les plus atteints. Justement. Donc c'est ceux qui ont adopté le mode de vie occidental avec la nourriture transformée occidentale. Pour schématiser, je disais que si vous voulez vivre longtemps, ne vivez pas dans les supermarchés, mais vivez dans nos marchés. Puisque les produits sont sains, ils sont naturels. Pourquoi ils sont sains et naturels? C'est que la paysannerie est tellement pauvre. Il n'y a pas de bio dedans. C'est tellement naturel, les paysans n'ont pas les moyens de pomper les insecticides, les pesticides et tout ça. Ouais. C'est pas puisqu'ils le veulent, s'ils pouvaient, ils l'auraient fait, mais ils n'ont pas les moyens. Donc par la grâce de Dieu, on peut manger proprement. Et aujourd'hui, les gens les plus aisés, les grands intellectuels dans le monde, ils le savent très bien. Ils ne mangent que ça, la nourriture naturelle, mais qui coûte parfois 5 fois plus cher que le reste des nourritures. Ouais. Donc si vous voulez vous en sortir, il faut manger sain et ne pas prendre quoi que ce soit qui soit ce que moi j'appelle les bitiki poti ou alors les OGM, boîtes. Allez vivre sur le marché. Les conserves, il faut les éviter, mais il faut manger naturel, végétarien. Si même pas végétarien, on peut manger. Les poulets du pays, c'est les meilleurs du monde. Oui. Les poulets du pays en Guinée, c'est les meilleurs du monde. Mais vous avez vu toutes ces importations. Appelez un jour dans votre émission le colonel Tcheporo. Il va vous dire comment il lutte désespérément contre les viandes pourries, les foies pourris, les cuisses de poulet et tout ce qui s'ensuit, toutes ces viandes que nous avalons ici joyeusement, en sachant qu'on ne fait que nous préparer notre mort. Alors, c'est vrai, invitez-le, vous allez voir. C'est vrai que vous avez un peu apprécié la réaction du gouvernement en termes de mesures, mais aujourd'hui, sur le plan matériel et ressources humaines, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le système de santé guinéen peut résister à cette maladie? Parce que, voilà, on connaît les régions qu'on faisait recourir... sur ce plan, je pense qu'il y a quand même quelques acquis. Hein. Oui, en termes de formation, il y en a, mais en termes de matériel de travail... En termes d'efficacité, surtout. Le problème, c'est l'efficacité. Justement. Je vous dis, le fléau de la corruption est là. Dès qu'il y a une initiative, les gens ils demandent qu'est-ce que je peux profiter là-dedans. Avant toute chose, c'est qu'est-ce qui peut se mettre en poche. C'est le système. Vous avez vu que pour être ministre, il faut mouiller le maillot. Et bien là-bas aussi, pour profiter, il faut être bien placé. C'est tout. Donc l'urgence n'est pas de travailler, d'avoir des résultats contrôlés. Non, l'urgence c'est de se servir. Donc voilà le problème. Si vous aviez des propositions à faire au gouvernement, en plus de celles qui ont été déjà faites, qu'est-ce que vous auriez à dire? Il faut faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est de contrôler l'argent qui parachute dans les postes. Et je vous dis que cette corruption a coûté les milliers de morts qu'on a eu et surtout beaucoup de gens, de pauvres gens du personnel médical. Ouais.
Et je ne sais même pas si ces gens ont été pris en charge par l'État, par exemple. Il aurait fallu les prendre en charge, puisque c'est la carence de l'État aussi qui a été à l'origine de tous ces décès, tous ces morts qu'on a eus dans cette période-là. Donc là, aujourd'hui, on a presque un problème insoluble. Et il faut que la population prenne conscience et qu'elle essaie de se protéger. Et on verra ce que le gouvernement. Mais il y a aussi le coronavirus. La Guinée essaie déjà de se battre contre cette coïncidence la pandémie de Covid-19. On a l'épidémie d'Ebola. Il y a la rougeole. Faible. Ouais. Je ne parle pas de la rougeole, de la polio. Oui. Qui ont reçu le grenier. La méningite et la typhoïde. Alors, vous avez vu là, les ravages de la fièvre typhoïde. Donc tout ça, c'est-à-dire que malheureusement, il faut que les gens se prémunissent eux-mêmes, puisque l'État, ce qu'il peut faire est très limité. Mais je vous rappelle que le Covid, c'est vrai, le gouvernement a fait des efforts, mais ça n'a pas pris une grande ampleur. La maladie n'a heureusement pas pris une très grande ampleur, puisque je vous dis que nous avons notre immunité qui nous protège. Et figurez-vous que les Occidentaux ne veulent pas entendre parler de ce que je viens de vous dire, que c'est leur nourriture agro-industrielle qui est la cause de la destruction de leur système immunitaire. Il y a des savants chez eux qui le disent, mais on leur ferme la bouche. On les empêche de s'exprimer, alors que c'est tout à fait clair qu'on n'a pas le même système immunitaire, puisque nous, ça fait que depuis 60-70 ans qu'on est nourri comme les Blancs, qu'on mange dans la boutique Poti ou au supermarché. Avant, on mangeait les produits de notre terre. Un exemple, tout le monde sait qu'à l'époque du régime de la Première République, il n'y avait pas de sucre. C'est un village qui se partageait un paquet de sucre. Il n'y avait pas de sucre. Donc, et nous, dans notre alimentation, dans la période... On se rappelle des gens de Télémilé qui ont... Précoloniale, dans la période précoloniale... Voilà, des gens de Coïn qui ont cultivé le... Non, j'ai trompé, c'était pour tromper le colon. C'était pour tromper le colon, il savait ce qu'il faisait. Mais je veux dire que nous, dans notre alimentation de tradition, on ne connaît pas le sucre ajouté. Mais le problème le sucre qu'on a, c'est dans tantôt un peu de miel, et c'est de temps en temps. Ouais. Mais il n'y a pas de sucre dans notre alimentation, c'est les fruits. Mais le problème, le sucre. Honorable, même le naturel là aujourd'hui ne se gagne pas en Guinée. Les prix des denrées de première nécessité. L'équation est là. Justement. C'est fait que... Ça va expliquer ce que je viens. Le deuxième sujet que je voudrais vous dire. Il faut aujourd'hui que la fédération, c'est le retour aux sources, le retour à la terre, le retour à notre terroir. Il faut faire revivre notre terroir pour que nous puissions vivre correctement, qu'on fasse le reboisement massivement dans toutes ces régions qui sont menacées, que les sources redonnent de l'eau, que les marigots commencent à couler sérieusement, qu'on n'ait plus à creuser 50 mètres pour avoir de l'eau, et que le maraîchage, l'agriculture et l'élevage puissent se développer et que nous mangeons naturellement comme nous mangeait avant d'avoir été dominés par les Blancs. Alors moi je vais revenir au rôle de député que vous pourrez jouer dans la lutte contre la pandémie et l'épidémie d'Ebola. Je pense que c'est le système de santé dans ce pays. Est-ce que le mieux ne serait pas d'augmenter aujourd'hui le budget afin que la Guinée se dote d'infrastructures sanitaires les meilleures pour que le pays puisse faire face à des épidémies, parce que celle-ci vient d'arriver, mais il y a d'autres qui pourraient arriver. Oui. Il y a des prévisions que le monde pourrait être frappé par d'autres maladies. Sachez que ce n'est pas un problème de moyens. Si vous doublez le budget du ministère de la Santé, il y en a qui seront doublement riches. Il n'y aura rien sur le terrain, rien, puisque la corruption va absorber tout ça. C'est le système qu'il faut changer. Et c'est pour là que nous nous battons. Il faut mettre à bas ce système, puisqu'il ne peut pas faire le bonheur du peuple. Si vous augmentez le budget, c'est l'enrichissement illicite qui va exploser. Regardez cette histoire de Medicrime. Contre les médicaments frelatés, vendus sur la des marchés et tout ça. La loi est là, mais personne ne peut l'appliquer. Personne, puisqu'il y a tellement d'intérêt là-dedans. Et ça tue de façon anonyme des dizaines de milliers de pauvres Guinéens qui achètent ces médicaments frelatés. Et donc on est même incapable donc de prendre cette mesure-là. Et vous voulez qu'on double quel budget? Et en plus maintenant je vous dis... Mais on peut contrôler. L'État peut contrôler les choses. Qui va contrôler? Le contrôleur lui-même va demander sa part. Et puisque c'est le système corrompu qui est là, c'est-à-dire que bon, donne-moi un peu ma part. Et puis, donc vous semblez très pessimiste. Mais je ne suis pas pessimiste, c'est la pauvre réalité, c'est la triste réalité. Je vous donne un exemple. Nous votons la loi de finances
j'ai dénoncé le fait que tous les budgets de ces années-là se ressemblent. C'est le gros bouquin, copier-coller chaque année, on change quelques chiffres, mais on ne sait même pas qu'est-ce que ça devient puisqu'on n'a pas la loi de règlement. Normalement, chaque année, quand on vous présente le budget, par exemple de 2021, on devait nous donner au moins les réalisations détaillées poste par poste du budget de 2019 pour qu'on se fasse une idée comment ils ont respecté le budget 2019. Eh bien, il n'y en a pas. J'ai soulevé la question, on m'a répondu non, c'est rien, ils ont 5 ans pour faire ça. J'ai dit, je suis désolé, dans le texte de la Constitution que j'ai, je ne sais pas si c'est le bon, comme il y a beaucoup de versions qui circulent, c'est écrit qu'on n'a pas donné de délai de 5 ans, il faut le faire immédiatement. C'est l'année précédente. Et ce n'est pas fait. Donc, même le budget que nous votons, personne ne sait, depuis toujours, personne ne sait où sont les réalisations, il n'y a rien de contrôlé. Aujourd'hui, on ne sait pas. Votre rôle, c'est de contrôler l'action gouvernementale des députés. Mais attends, c'est ça votre rôle. Nous votons des lois. Et vous contrôlez aussi l'action gouvernementale. Nous ne sommes pas le ministère de la Justice, nous ne sommes pas la Cour des comptes. Il y a une séparation des pouvoirs, messieurs. Non, mais il y a le rôle du député aussi. Vous êtes la voix du président. Je ne peux pas aller dans le ministère, dire donnez-moi votre comptabilité. Ou je ne peux pas aller au trésor, dire donnez-moi votre comptabilité. Ce n'est pas mon rôle. On peut faire des missions d'enquête, des missions d'information, mais il faut bien voir que dans le système, ce n'est pas notre rôle réellement d'aller voir les chiffres un à un. Bien. Et on fait ce qu'on peut, mais notre pouvoir là-dedans est très limité. Bien. Et le système c'est une machine absolument non transparente. On ne sait pas ce qu'ils font. L'administration guinéenne notamment, vous l'avez compris, hein, sous l'ère d'Alpha Condé, qui pourtant prône gouvernons autrement, mais c'est l'analyse de notre invité aujourd'hui sur ce plateau, Mamadou Baba Diko. Je rappelle qu'il est le président du parti, notamment UFD. On marque une courte pause avant de revenir dans cette émission pour la troisième et dernière partie de l'émission Starcom. Merci d'être avec nous dans cette émission pour cette troisième et dernière partie de l'émission Starcom qui reçoit aujourd'hui pour vous l'honorable Mamadou Baba Diko, président du parti UFD. Alors, honorable, on va parler maintenant de l'aspect économique de cette émission. Il faut rappeler que le président Léonet était en Guinée hier. Il a presque passé une visite de 48 heures en Guinée. Finalement, ça s'est sanctionné par la réouverture des frontières entre la Guinée et la Sierra Leone. D'abord, comment est-ce que vous avez perçu cette question, notamment parce que la Sierra Leone, elle est ouverte, mais les autres frontières restent toujours fermées? Bon, moi je dis que c'est avec un énorme soulagement qu'on a appris ça, et on a dit, ben voilà donc les vertus du dialogue, et c'était une très bonne chose qu'il soit arrivé, que les deux présidents soient arrivés à des solutions satisfaisantes pour les deux parties, puisque maintenant je voudrais vous rappeler que tout le monde a pensé que c'est la Guinée, c'est le côté guinéen qui souffrait le plus de la fermeture de la frontière. Justement. En réalité, la Sierra Leone aussi était sérieusement impactée, puisque le port de Freetown, il travaille en grande partie pour Conakry. C'est cette crise qui a révélé également tout ça. Et en plus, vous savez que les gens ont énormément souffert à prendre des motos taxis clando pour faire la brousse et puis se faire rançonner de façon dramatique. Vous passez par la mer aussi. Les forces de sécurité qui suivaient la frontière sont enrichis à mort sur le dos des gens qui prenaient des risques à prendre les pistes de toutes sortes en moto. Et tout ça, donc il était temps que... donc on est heureux que ça se fasse, que réellement il y a eu cette conclusion. Voilà les vertus du dialogue. Mais par l'instant, les autres frontières restent fermées. Guinée, Sénégal, Guinée-Bissau. On espère que donc les gouvernements vont rebondir là-dessus, qu'il y aura des facilitateurs s'il le faut, parce que comme vous savez que les trois présidents ont énormément de problèmes entre eux. Il y a des problèmes épidermiques, il y a des problèmes passionnels. Qui font qu'ils ne peuvent même pas se parler. Mais les chefs d'État devraient se mettre au niveau de ces questions d'intérêt personnel. Ils mettent en avant autre chose. En avant les intérêts des États. Vous savez très bien la situation où pratiquement chacun veut la chute de l'autre et tout ça. Bon, c'est une situation qui est réelle. Ouais. Donc il faut que certainement la CEDEAO joue enfin son rôle pour pousser ces présidents-là à se parler et à prendre en considération les intérêts de leur population plutôt que leur ego. Et c'est ça le vrai problème. Mais en même temps, je l'ai dit à votre journaliste tout à l'heure, qu'il faut prendre le problème dans son ensemble du côté guinéen.
Aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui font tout ce maraîchage et la collecte des fruits, et la pomme de terre, les oignons, les légumes, pour le Sénégal, et qui ne demandaient rien. Et surtout les cultivateurs, notamment de la pomme de terre, du côté de la Moyenne-Guinée. Ils souffrent énormément puisque le débouché est terminé, et ce n'est pas les marchés de Conakry qui vont remplacer ça. Et ils souffrent énormément, donc il faut prendre. Et en plus, il y a beaucoup là-dedans des lecteurs du RPG. Donc, c'est tout le monde qui fait les frais. Donc, il est temps qu'on pense réellement à tous ces gens-là, que le gouvernement se donne les moyens. Si je vous comprends, peut-être que ce qu'on devrait voir, c'est que Macky Sall est aussi en ballot. Absolument. Essayer de faire le même pas que, et qui mettent en avant Madabio pour revenir vers... Mais on dit que c'est Alpha qui a unilatéralement fermé la frontière. C'est ça aussi. Parce que le prétexte sécuritaire, c'est... Disons-nous la vérité. Vous savez très bien qu'on a été dans une situation presque de guerre civile ici, en octobre-novembre, avec des gens qui menaçaient dans les réseaux sociaux de monter des opérations terroristes en Guinée, en partant certainement des frontières et tout ça. Et c'est tout à fait normal qu'un gouvernement responsable prenne des mesures pour assurer la sécurité publique. Mais ce n'est pas des problèmes insolubles. L'État guinéen est un État qui ne s'est jamais occupé que de sa sécurité. Comme je vous dis que la Guinée n'est pas gouvernée, elle est commandée. Elle est commandée puisque l'appareil d'État est là. Il a eu une expérience de 62 ans. Donc pour moi, ils ont largement les moyens de garantir la sécurité des frontières et de laisser les gens vaquer à leurs occupations. Mais ceci dit, les transporteurs, les commerçants doivent cesser de se comporter comme les soldats d'un parti d'opposition. Il faut qu'ils fassent leurs affaires. Vous voulez faire allusion à quel parti d'opposition? Mais tout le monde sait que je n'ai pas besoin de le désigner, tout le monde le connaît. Mais on a vu quand même il faut qu'ils sachent un président d'un groupement de commerçants aujourd'hui sur les capots de véhicules pour dire nous sommes contre le troisième mandat, contre la nouvelle constitution. C'est un amalgame entre les activités économiques et les activités politiques. Eh bien, ça n'est pas rassurant dans le contexte que nous connaissons. Les citoyens sont quand même libres d'adhérer au parti politique qu'ils veulent. Est-ce qu'un fonctionnaire est libre aujourd'hui d'adhérer à l'UFD? Il n'est pas libre. Le jour où on saura qu'il est l'UFD, on va le muter à Lola. Donc, il y a une situation que vous connaissez. On n'est pas en démocratie véritable. Aujourd'hui, les gens ne sont pas complètement libres de leur mouvement. Donc, ils doivent choisir, puisque là, aujourd'hui, vous avez vu que beaucoup sont ruinés avec ça. Justement. Donc, et même dans les grandes démocraties dont vous parlez, mais les gens cotisent à tous les partis potentiellement vainqueurs. Et ils ne se mouillent pas. Ils font leurs activités, ils votent comme ils veulent. Mais on ne peut pas dire que voilà, il est capable de transporter une bombe ou des munitions. Donc c'est que vous voulez dire de faire la différence entre l'activité économique, l'activité politique et la position politique. Oui. Il faut les séparer absolument, puisque ce n'est pas dans l'intérêt des commerçants de faire ce qu'ils font. Oui. Alors parlons à présent notamment du franc guinéen qui devient de plus en plus glissant face au dollar. Aujourd'hui, si vous avez 100 $, c'est 1 400 000 et quelques. C'est 1 200 000 ou 1 million? Non, c'est l'euro. C'est l'euro. C'est l'euro, j'allais dire. Voilà. Donc, euro à 1 250 000. Donc cette dépréciation notamment du franc guinéen également impacte sérieusement le panier de la ménagère. Qu'est-ce que c'est? La mauvaise gestion de l'économie. C'est toute la ressource nationale est détournée par l'appareil d'État qui est absolument abominable, qui avale tout. Et je vous dis que la situation est telle que même si on doublait les recettes de l'État, il ne s'en sortirait pas. Puisque les appétits sont là, tout le monde veut bouffer. Donc c'est la mauvaise gestion et l'usage de la planche à billets qui nous amène à tout ça. Alors comment vous êtes comptable, que je sache, hein? Comment on peut remédier sortir de cette inflation, de cette dépréciation? Il faut assainir les finances publiques. Il faut que l'argent public soit dépensé à bon escient et pas pour enrichir des gens qui courent à Madina changer en dollars ou en euros dès qu'ils ont détourné le matin. Le soir, ils sont au marché. C'est connu de tout le monde. Mais il ne faut pas chercher une aiguille en ayant le pied dessus. La situation est là, donc il faut assainir totalement la gestion des finances publiques et qu'elle serve enfin au bien des citoyens. Je vous ai fait allusion à cette histoire d'autoroute de Koya, du troisième mandat de Koya d'Abola qui est paralysé puisque apparemment ils ne sont pas payés, ils ne sont pas contents et tout ça. Et j'ai fait remarquer que le président de la République devrait quand même avoir la réalité en face. Depuis qu'il est là, il n'a jamais monté un projet qu'il a inauguré le début
et qu'il a inauguré à la fin. Ouais. C'est toujours pour des choses commencées avant ou par d'autres organismes, mais lui-même n'a rien réalisé. Justement parce que toute la ressource est détournée. Voilà le vrai problème. Et ça, les RPGistes vont dire qu'Alpha a fait quand même des hôtels. Mais oui, pour les hirondelles, oui, puisque aujourd'hui, je ne sais pas qui vient dans ces hôtels. Est-ce que les hôtels, c'est pour le paysan guinéen? Est-ce que ça donne de l'eau potable? Est-ce que ça donne de l'électricité? On n'a même pas de système d'enseignement. Aujourd'hui, l'enseignement n'existe pas. Ouais. Donc, troisième mandat, le slogan gouverner autrement rime également avec, voilà, comme vous l'avez dit, des autoroutes, parce que les opérations de déguerpissement des emprises aussi fait assez de dégâts à Conakry. Comment est-ce que vous observez tout cela aussi? Là aussi, moi, je pense qu'il ne faut pas faire de la démagogie. Nous vivons dans l'anarchie dans cette ville. C'est une ville anarchique. Voilà un pays où on ne respecte pas la loi. Tu violes la loi, je te vois, je dis, ah oui, mais moi aussi, pourquoi pas moi? Moi aussi, je mets à côté. Et la ville de Conakry est invivable. Elle a plus de 5 millions, l'agglomération a beaucoup plus de 5 millions d'habitants, alors qu'il n'y avait que 60 000 habitants en 1958. Donc c'est absolument intenable. Il est impossible d'assurer une vie correcte aux habitants en termes de logement. En termes de route, vous avez vu le nombre d'heures qu'il vous faut pour partir de la banlieue à Conakry aujourd'hui, c'est invivable. Alpha nous a aidé à résoudre un peu le problème des bouchons, puisque maintenant les gens, ils quittent très tôt. À 8 heures déjà, il y a moins de bouchons. Avec la visite inopinée dans les départements. Combien de jours? Puisque ici, chaque fois qu'il y a une loi, eh bien, on la respecte au début pour ne pas avoir de problème. Et puis après, le chasser naturel, il revient au galop. Donc je reviens sur mon raisonnement. Avec 5 millions d'habitants, cette ville est invivable. Cette ville de Conakry est condamnée. Avec les millions de chômeurs, millions de gens qui se débrouillent n'importe comment au milieu de la route, tous ces motards qui tuent des gens comme c'est pas imaginable, eh bien normalement, la seule solution aujourd'hui, c'est le fédéralisme. C'est-à-dire qu'il faut répartir le développement sur la totalité du territoire pour que chacun puisse vivre heureux avec l'eau, l'électricité, des jardins publics, des routes suffisamment larges, des transports publics confortables et des logements. Et c'est possible sur l'ensemble du territoire, mais tant qu'il en sera ici, on va faire des déguerpissements maintenant, mais ça va recommencer dans 3 ans, puisque de toute façon, comme on ne fait rien à la place, ça va repousser et surtout... On attend de voir, ils ont promis de mettre des pavés, des jardins publics. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire de tous ces gens dont l'activité, le gagne-pain quotidien, c'est débrouille. Ça devient des nids de bandits après, si on ne fait rien. D'accord, mais c'est sans solution. Donc, la seule solution, c'est qu'on reprenne possession de notre terroir, qu'on apprenne à nous répartir équitablement sur l'ensemble du territoire et qu'on travaille à construire le bonheur dans nos terroirs. C'est ça la solution. Tout ce que vous voyez là, Conakry est condamné. Alors, ce slogan gouverner autrement, il y a eu quand même assez de prémices. Le gouvernement, les visites inopinées du président de la République. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'on sent cette volonté de gouverner autrement la Guinée dans les faits et gestes du président de la République depuis notamment sa réélection pour son 3e mandat? Moi, je ne voudrais pas tourner en dérision les actions du président de la République de ce côté, mais je vous dis que malheureusement, ça ne change rien. Le vrai problème d'abord, est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le chiffre officiel des fonctionnaires qui émargent le budget de l'État aujourd'hui, fonctionnaires civils et militaires? Personne. Ouais. Puisque vous savez très bien qu'avec quelques millions, eh bien, vous avez un matricule, vous êtes immatriculé. Si vous arrivez à trouver un deuxième nom, vous pouvez même avoir 2 salaires à des noms différents. Donc aujourd'hui, il y a ces centaines de milliers de gens, impossible. Le docteur Banon, le ministre Banon, nous a fait une révélation la dernière fois. Il dit qu'il était allé à Kérouané pour les recensements des enseignants et tout ça. À l'époque, il était à la présidence comme conseiller. Ils sont arrivés en même temps que des gens qui venaient de Conakry se recenser. Alors, ils sont postés à Kérouané, des enseignants, et ils sont allés se faire recenser et ils ont repris la route après. Donc il y a un vrai problème avec cette fonction publique. Il y a des centaines de milliers de gens là-dedans qui sont payés et même quand ils sont de bonne volonté, ils ne peuvent pas travailler. Vous arrivez dans un bureau, ils sont 10, d'autres sont dans le couloir.
ça arrange mieux que certains beaucoup restent à la maison. Justement, parce que... Donc le problème est dramatique, il est là. Donc, et ensuite, vous connaissez la Guinée. En fait, on n'a pas une administration qui fonctionne. Il n'y en a pas. L'administration n'existe pas. Le seul truc qui fonctionne, c'est tout ce qui contrôle les finances, c'est tout. Ça marche à merveille, là, puisque évidemment, on sait ce qu'il y a derrière. Mais en même temps, vous savez très bien comment fonctionne la Guinée. Dès que, puisqu'on est habitué à violer la loi, dès qu'on fait un contrôle aujourd'hui, eh ben, les gens font des efforts quelques jours après. Est-ce que le président va laisser tout son travail pour venir chaque matin débarquer dans un bureau? Et en plus, c'est qu'à Conakry. Et les autres sont dans les régions qui fait le contrôle inopiné. Donc, ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que même le rôle de l'administration, il faut le redéfinir et que ce ne soit pas un État prébandier où chacun doit avoir sa part. Voilà. Bien, c'est tout ce qu'on pouvait dire dans cette émission avec notre invité, l'honorable Mamadou Badiko. Je rappelle qu'il est député à l'Assemblée nationale, mais aussi président du parti UFD. Honorable, tout le plaisir est pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci d'être passé. Et au plaisir de vous retrouver notamment pour parler d'autres facettes de l'actualité. Du nouveau. Ouais. Merci. Également avec moi dans cette émission, mon acolyte Azoka. Merci également d'être passé. Merci, c'était un plaisir de partager encore une fois ce plateau avec M. Mamadou Badiko. Merci. Également à vous, chers téléspectateurs de l'émission Starcom, mais aussi de la télé Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Surtout, ne quittez pas sur cette télé car le programme reste riche et varié. On se reprend dans cette émission au compte notamment de l'actualité avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Au revoir.